Bonjour à tous et à tous et à toutes, ou toutes et à tous. Je suis Florence Dambricourt, donc j'accompagne les dirigeants et leurs équipes à fluidifier leur collaboration et à gagner en clarté, en autonomie pour mieux bâtir leur futur. Et il n'y a pas eu un projet sans que j'explore avec eux comment augmenter leur self-leadership. Donc cette saison, self-leadership pour leaders. Donc le self-leadership, ça pose toujours beaucoup de questions. C'est avant tout la capacité à se guider soi-même, à prendre des décisions alignées avec qui nous sommes pour évoluer avec agilité et intention. Et en tant que leader ou manager, quand on renforce notre self-leadership, nous nous donnons la possibilité de démontrer un leadership dit intentionnel et de libérer ainsi l'intelligence collective autour de nous. Superbe sujet que de devenir des enablers. Sujet que nous avons commencé à explorer la semaine dernière en anglais avec Paddy. On va y revenir souvent, même sûrement aujourd'hui. Donc, je suis ravie d'accueillir pour cette session aujourd'hui Gaëlle Watson. Et pour cet épisode en français, comme dans nos éditions précédentes, nous prenons vos commentaires et questions par le biais des commentaires LinkedIn. Donc, sentez-vous vraiment libre de participer à la conversation. On est ici pour le plaisir des échanges entre nous. Et donc, on attend vos questions avec impatience. Donc, mon invité aujourd'hui est Gaëlle Watson et c'est un vrai plaisir d'inverser un petit peu la dynamique, puisque je pense que la dernière fois que nous avions été en ligne, c'est toi qui me présentais pour un petit séminaire sur l'autogogie avec Learning and Technology. Et donc, Gaëlle est spécialiste de l'apprentissage numérique avec près de 20 ans d'expérience dans l'animation d'environnements virtuels et hybrides. Elle vous dira souvent que l'important n'est pas la technologie, mais l'expérience et la transformation. Et en même temps, que la technologie va faire toute la différence pour créer des expériences de qualité. Donc, une grande partie de son travail est ainsi bâtie autour d'une réflexion sur la communication, les émotions à travers le digital, le non-dit, l'observation du comportement. On va même pouvoir parler de langage corporel digital et peut-être aussi de blind spots. Donc, avant-gardiste, Gaëlle fonde en 2014 ThinkSkill afin de soutenir les femmes. Et l'an dernier, c'était superbe de voir tous ces posts sur les 10 ans d'anniversaire de ThinkSkill. Donc, c'est pour soutenir les femmes en transition vers des postes de management et à développer un programme de retour à l'emploi, illustrant la nécessité de l'intelligence émotionnelle dans l'espace numérique. Aujourd'hui, avec Gaëlle, on a envie de vous amener vers une exploration de la confiance en l'apprentissage et qui sait connecter cela au self-leadership de l'apprenant. Bonjour Gaëlle, un plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va ce matin? Bonjour Florence, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça va très bien, merci beaucoup. C'est super. Alors, j'ai adoré ce matin recevoir ton petite exploration graphique et c'est impossible de ne pas le partager déjà parce qu'il brille de couleurs et donc ça nous réveille. Et puis surtout parce que au niveau technique de réflexion en soft leadership, souvent on va explorer comment s'assurer d'utiliser le cerveau et on sait très bien que si on prend un papier, un crayon, ça peut nous permettre de réfléchir complètement différemment. Et même des fois, si on ne prend pas des grandes feuilles, on est incapable de faire que notre cerveau puisse appréhender ce qui se passe au niveau systémique. Et on a besoin de prendre des grandes feuilles, des crayons, des couleurs. Et donc là, tu nous as fait quelque chose de superbe. Moi, j'adore cette confiance dans la racine, cette tige qui nous manifeste la vulnérabilité, la performance qui est cette fleur qui bourgeonne. Et puis derrière, au niveau des racines, tout ce qu'il y a qui fait que c'est nécessaire, donc c'est pas seulement au niveau des racines, au niveau de la pluie, au niveau de l'environnement de cette fleur, pour que l'apprentissage soit possible. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus intéressant, toi, quand tu as justement ce dessin qui est ressorti par rapport à ce sujet de la confiance? Je suis pas. Alors, effectivement, j'utilise pas mal de graphismes pour réfléchir et pour aussi communiquer sur les écosystèmes complexes de la facilitation ou du partage dans le milieu digital et pour expliquer justement les blind spots. Et
souvent, les dessins aident à comprendre cette complexité ou les zones d'ombre ou les difficultés, même si mes compétences artistiques, et je pense que tout le monde les a bien remarquées, sont assez limitées. Mais justement, cette simplification aide parfois à créer un focus sur là où il faut se concentrer ou là où sont les difficultés. Et effectivement, quand je suis partie de la confiance, je ne savais pas au début si j'allais mettre en haut ou en bas. Et je pense que c'est vraiment au cœur de tout travail d'apprentissage. Il y a différentes, et c'est pour ça que ça ressemble un petit peu à un oignon, on va dire, ce que j'ai fait. Il y a Moi, je différentes. le reconnais un petit peu. Voilà, il y a la confiance en soi. À la base, il n'y a pas d'apprentissage si on n'a pas confiance en nos capacités de changer, de se transformer. Mais il y a d'autres éléments de la confiance et c'est assez important de les regarder parce que, particulièrement pour moi qui travaille énormément avec les équipes virtuelles et hybrides, il y a différentes dimensions à cette confiance. Il y a d'abord donc la confiance en soi, il y a la confiance dans notre équipe, les personnes avec qui nous allons interagir et leur capacité à donner des retours, des commentaires, le manager, sa place, sa présence ou son absence dans le processus d'apprentissage, d'essai, d'erreur. Comment est-ce qu'il va intégrer tout ça? Comment est-ce qu'il va créer du retour? Et bien sûr, dans les outils digitaux. Et c'est quelque chose on est un petit peu à un tournant parce qu'en fonction des personnes, et bien sûr, il y a les sociodémographiques. On va dire que les plus jeunes sont beaucoup plus à l'aise avec les outils digitaux. C'est vrai, pas toujours, mais statistiquement, c'est vrai. Et les plus âgés, peut-être un peu moins. Mais dans le contexte du digital, il y a effectivement des barrières pour certaines personnes, des barrières qui sont les outils, mais des barrières aussi qui sont la communication. Comment est-ce qu'on les utilise? Comment est-ce qu'on communique? On va dire que statistiquement, peut-être que quelqu'un de plus jeune aura peut-être plus l'habitude de les utiliser, mais en même temps, dans le contexte professionnel, pourra parfois être abrupte ou perçue comme abrupte par d'autres personnes, d'autres générations, d'autres cultures, ou trop visible ou pas assez visible. Et c'est justement avoir un petit peu les sujets qui ont été discutés donc, dans les épisodes précédents, c'est justement développer cette self-awareness de comment est-ce qu'on peut être perçu dans ce milieu digital, le ton qu'on utilise, et c'est un petit peu ce que je dis quand je parle de digital body language, c'est comment est-ce qu'on est perçu par les autres en fonction du ton qu'on utilise, de ce qu'on pose, de ce qu'on utilise. Donc, par exemple, moi, j'ai utilisé un visuel que j'avais partagé avec toi, que j'avais dessiné à la main, mais on peut mettre une photo, on peut utiliser une vidéo. Et comment est-ce que c'est perçu par les autres et comment, d'une façon générale, on se projette en utilisant ces outils. Il y a tellement de choses que tu as dit qui sont intéressantes et qui peuvent nous emmener dans des éléments, des ramifications de la conversation que je suis en train de me dire, mais par quoi va-t-on commencer? Et à mon avis, je te réinviterai, peut-être quand on se réinvitera, je te réinviterai peut-être en anglais aussi pour le plaisir d'avoir les interactions dans l'autre langue aussi. Mais là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quelque part, je trouve que tu nous permets de défaire un petit peu un mythe par rapport à la confiance, en amenant ces notions de différents éléments, différentes dimensions à la confiance. Parce qu'en fin de compte, je vois souvent les gens qui se concentrent uniquement sur la confiance en soi et on met tout derrière, quoi. Mais c'est vrai que j'aime bien parce que tu nous ramènes à, pour avoir confiance en moi, j'ai aussi besoin d'avoir confiance dans l'équipe, dans mon manager, dans les retours qu'ils vont faire, dans peut-être le temps qu'ils me donnent pour apprendre, pour faire cet upskill. Il y a la notion d'avoir confiance dans les outils, confiance dans le contenu, confiance dans les habitudes que je vais adopter. Après, il y a la confiance dans ce que je projette et ces blind spots qu'on pourrait avoir, qui nous fait que il y a peut-être beaucoup plus de choses à prendre en compte que simplement tout mettre derrière le dos de cette confiance en soi, ou de voir que cette confiance en soi, on peut la développer de manière
beaucoup plus varié que juste en se demandant ce qui se passe à l'intérieur. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est vrai que quand on regarde un petit peu le monde du travail à l'heure actuelle, et les personnes avec qui nous travaillons sont des professionnels. Donc, ils sont dans un contexte, dans un écosystème. Et pour avoir envie d'apprendre et pour avoir envie de se développer et pour avoir ce growth mindset, et je suis désolée d'utiliser le mot anglais, je n'ai aucune idée de comment on le dit en français, mais donc ce growth mindset qui leur permet d'avancer, d'avoir envie de comportement, il faut aussi qu'il y ait un certain nombre d'enablers, pour revenir à la session précédente, qui leur permettent justement de dire, d'abord, c'est intéressant, c'est pertinent que je me développe dans telle ou telle direction, parce que surtout les personnes qui sont en gestion d'équipe, enfin, je veux dire, on peut se développer techniquement, on peut se développer dans les soft skills, dans plein de dimensions, la communication, etc., les outils digitaux. Maintenant, on a l'intelligence artificielle. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'éléments où on peut se développer que, il faut être capable de faire des choix et de prendre des décisions. Donc, on en revient justement à l'épisode numéro 1 de la prise de décision. Et donc, pour cela, il faut avoir confiance que le choix qu'on fait de développement va nous être utile et va être pertinent. Donc, comment est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile pour nous au niveau personnel? Est-ce que c'est utile pour nous dans notre équipe, pour l'organisation? Et donc, simplement aller dans une formation et puis ensuite rien n'est mis en place pour qu'il y ait un transfert, c'est une perte de temps. Donc, c'est également aussi être certain, avoir confiance qu'il y aura des différentes étapes mises en place et un support mis en place afin qu'il y ait ce transfert de compétences qui se fasse dans le monde du travail, qu'il y ait donc un retour sur investissement en temps pour moi et donc en investissement financier pour l'organisation. Et donc, je recommande vraiment pour les personnes What Makes Training Really Works, et on pourra peut-être mettre le lien plus tard, justement pour le soutien du manager de l'apprenant est essentiel. Donc, en tant que manager, il faut que nous prenions le temps de mettre en place donc pour nos équipes donc ce transfert, mais il faut que nous aussi et ça on en revient donc en self-leadership, quand on est sujet d'une expérience ou de développement, il faut aussi qu'on prenne le temps de discuter avec notre manager pour voir quel va être le soutien. Et pour en revenir à la confiance, il faut aussi avoir confiance que si on fait une erreur, parce que, oui, c'est très bien d'aller faire une formation qui peut être de 2 heures en ligne ou de 5 jours dans un hôtel 5 étoiles, mais au retour, c'est pas comme si on va être tout à fait fluide dans notre façon d'appliquer. Il faut de la répétition, il faut des erreurs, il faut du temps de la réflexion. Le contexte de la vie réelle et le contexte de l'apprentissage ou de la simulation n'est pas le même. Et donc, il faut aussi avoir confiance dans le fait que si on fait une erreur, c'est normal qu'elle soit relevée, mais qu'on ait comment ça s'appelle déjà, la psychologie, la sécurité psychologique. De pouvoir faire ses erreurs et que ce soit pas un drame monstrueux. Et cela aussi touche à la culture d'entreprise ou à la culture d'équipe. Alors, je vais faire une petite note. J'apprécie vraiment beaucoup, Gaëlle, que tu aies accepté cette invitation en français. Parce que donc, la recherche du vocabulaire, c'est la recherche du vocabulaire français. Je sais que ce serait en anglais. Pour notre audience, sachez qu'en anglais, ce serait beaucoup plus fluide et ça viendrait tout de suite. Donc là, on a vraiment un grand merci de m'avoir fait cette faveur de venir un petit peu participer en français. Il y a la notion de transfert que tu parlais, elle m'a vraiment fait écho tout de suite. Ça me fait penser, parce que souvent en développement de la personne, on va utiliser un modèle qu'on appelle la pipeline de développement, et où tu as ces 5 ou 6 éléments. Il y en a une, c'est justement avoir un cas concret d'application.
Et que si la personne ne développe pas, c'est pas forcément parce qu'elle n'est pas motivée, c'est pas forcément parce qu'elle n'a pas appris. Ça peut être juste que donc elle n'a pas un vrai cas d'étude sur lequel elle peut pratiquer ce qu'elle a appris. Et donc, résultat, impossibilité de bâtir la confiance. Parce que quelque part, l'acquisition de la connaissance ne va pas suffire pour bâtir la confiance. Quelque part, je sais comment fonctionne un vélo, mais si je ne pratique pas comment pédaler, à la fin, ça ne va pas marcher. Le vélo, il va rester contre le mur, quoi. Donc, ouais, il y a quelque chose d'assez intéressant. Et là, ce qui est aussi intéressant, où tu nous as emmené, c'est encore le rôle du manager de créer cet environnement et la sécurité psychologique. Et c'est vrai que ça paraît des fois difficile, où on se dit mais comment est-ce qu'on commence d'implémenter la sécurité psychologique dans mon équipe? En fin de compte, ça peut être très simple, ça peut être juste, on commence avec un petit questionnaire, 5 petites questions, il y en a beaucoup d'exemples qui sont dispo sur le net, mais si après vous voulez des choses plus précises, moi je peux vous en communiquer quelques exemples où il y a 5 questions et en tant que manager, je peux commencer avec 5 questions faciles, de commencer à avoir un ressenti de ce qui se passe au niveau de mon équipe. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça nous amène une autre dimension de la confiance. C'est la confiance en tant que manager, que je peux faire confiance à mon équipe et au retour de mon équipe. Alors, si on fait un petit lien confiance, apprendre ça et apprentissage pour un manager, qu'est-ce que vous pourrez trouver comme astuce ou qu'est-ce que ça pourrait nous inviter à faire différemment pour qu'on puisse plus facilement bâtir cette confiance en tant que manager, faire confiance à mon équipe? Alors moi, je travaille, comme je l'ai dit, je travaille beaucoup dans le contexte des équipes virtuelles. Donc, ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas réellement l'occasion de se rencontrer au bureau. Donc, dans le cas des équipes virtuelles, et donc ça revient donc à l'épisode 1, il faut beaucoup d'intentionnalité. D'intentionnalité dans la communication, dans la réunion, donc comment on structure les réunions, le temps de parole, et entre autres, la façon dont les procédures de travail. Dans le cas des équipes virtuelles, il faut avoir beaucoup plus de structure, beaucoup plus d'intentionnalité, beaucoup plus peut-être de process. Donc alors après, culturellement, ça ne marche pas nécessairement avec tout le monde, toutes les organisations, toutes les entreprises. Mais c'est vrai que établir un certain nombre de règles, c'est important. Mais il faut aussi regarder, et c'est quelque chose c'est une image d'Épinal sur laquelle je reviens, c'est-à-dire que mes enfants à table, pour qu'ils mangent avec le couteau et la fourchette et qu'ils disent pas bah les brocolis c'est dégueulasse, il a fallu un certain temps, d'accord? Et donc dans le contexte de l'équipe virtuelle ou de l'apprentissage digital ou même de l'outil digital en général, on n'a pas appris. On a appris dans un contexte scolaire où on était 30 dans une classe, voire 150 à la fac. Donc, on sait interagir physiquement. Et donc, adopter les bons comportements dans l'espace digital, c'est pas renier son authenticité ou son intégrité, c'est adopter des comportements nouveaux pour un outil nouveau. Et c'est pour ça que les outils digitaux sont souvent vus comme des barrières, parce que non seulement on apprend quelque chose de nouveau, ou on doit développer des nouvelles compétences, mais en plus, il faut adapter notre comportement à l'outil. Donc, ça rend l'apprentissage peut-être plus difficile. Et d'où cet aspect de confiance, c'est-à-dire qu'il faut anticiper qu'il y aura peut-être plus un éventail de difficultés qui sera plus nombreux, on va dire, plus de, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va se connecter à la classe virtuelle, par exemple, alors que n'importe qui dans le monde professionnel arrive dans une salle de réunion et sait se comporter dans cette salle de réunion, ça s'y passe sur les genoux de l'autre, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses, c'est ridicule, mais c'est vrai que dans le monde virtuel, on ne sait pas, on ouvre son micro n'importe quand, il y a des choses, il y a des comportements qu'on a commencé à développer avec Covid, mais moi qui avais commencé à faire de l'apprentissage en classe virtuelle bien avant Covid, il y avait tout un moment, il y avait 5 bonnes minutes au début, avant 2019, où on apprenait vraiment se servir du chat, lever la main virtuelle, etc. etc. Et si je fais le transfert et tu me demandais des outils qui peuvent être utilisés, justement pour créer de la confiance, les communautés d'apprentissage sont des outils fantastiques.
qu'on ait un groupe sur LinkedIn ou un groupe en interne sur Teams. Ça peut être des outils de partage extraordinaires. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui ne les utiliseront pas parce qu'ils ne sont pas tout à fait à l'aise avec le ton, quel va être mon ton, comment est-ce que je vais être jugée, comment est-ce que je vais dire ça. Et puis, tu as vu comment lui il pose sa question, c'est ridicule. Enfin, il y a toute cette espèce de jugement et de biais où on a un petit peu de mal à savoir comment est-ce qu'il faut le faire de façon courtoise et je dirais probablement en ayant confiance en nous et dans les autres. C'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes qui arrivent. Alors, j'adore quand tu dis, en fin de compte, utiliser les outils digitaux, c'est prendre le temps d'apprendre des comportements nouveaux pour des outils différents. Alors ça, j'adore, parce que souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, mais le digital, c'est pas comme en ligne. » Je suis désolée, c'est une évidence. Le digital, c'est pas comme en présentiel, c'est une évidence. Le digital est un outil, le présentiel est un autre outil. On ne va pas comparer des oranges et des pommes, quoi. C'est deux choses complètement différentes. Donc ça, j'aime bien ce rappel, comportement des outils nouveaux. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est cette notion de confiance par rapport aux équipes virtuelles. Parce que là, quand on lit un petit peu ce qui se passe dans la presse, où il y a des compagnies qui se posent la question s'il faudrait revenir à en permanence au boulot, on a l'impression quand même que les gens qui prennent les décisions, c'est des gens qui sont plutôt un peu au-dessus, qui sortent pas d'école, par exemple, qui travaillent depuis une vingtaine d'années, par exemple. Et donc, quelque part, cette sensation, est-ce que ces décisions sont vraiment prises parce qu'il y a une vraie question de fond, ou est-ce que ces décisions sont prises parce qu'il y a un challenge à changer des habitudes comportementales professionnelles? Alors, moi, je travaille avec des équipes virtuelles depuis une dizaine d'années. Donc, je vais dire que j'ai un biais. Hein. Toi aussi. Oui, alors moi, je suis plutôt dans l'autre. Mais effectivement, je pense que c'est beaucoup plus confortable, et on parle de confort là, c'est beaucoup plus confortable pour des gens qui ont la possibilité d'aller au bureau 5 jours par semaine, de 9h à 18h, et qui n'ont très bien, c'est beaucoup plus confortable. Ceci dit, et suivant les pays avec lesquels on travaille ou les organisations avec lesquelles on travaille, on se coupe aussi d'un certain nombre de talents. Et on l'a vu dans certaines parties du monde où de grandes décisions ont été prises. Il y a des gens qui n'ont pas voulu ou pas pu retourner 5 jours au travail. Donc, bon, si on cherche à couper des coûts, et il me semble qu'il y a eu quelques recherches qui ont montré que beaucoup de décisions ont été faites justement parce que ça arrangeait un petit peu tout le monde. Les entreprises n'allaient pas si bien, donc forcer tout le monde à revenir 5 jours au travail, c'était un petit peu faire un peu de la réduction de coûts également, puisque ceux qui vont démissionner seront pas remplacés. Donc, il y a cet élément-là, mais également que les gens travaillent à mi-temps, à temps partiel ou à distance, ce sont des personnes qui ont une valeur ajoutée. Ce sont des valeurs aussi des personnes qui apportent quelque chose de différent, parce que je pense qu'il y a eu un certain nombre de posts qui ont circulé sur les réseaux sociaux de justement ces personnes qui prenaient des décisions, avaient un profil socio-démographique qui était assez évident quand on voyait les photos des organisations, des dirigeants d'organisations qui avaient repris cette décision. Il y avait quand même quelque chose, il y avait une certaine homogénéité, on va dire, socio-démographique, et permettre justement à des personnes de travailler à distance, c'est aussi permettre d'avoir une différence, d'apporter un point de vue différent, potentiellement une culture différente, une approche différente. Et les entreprises en sont que plus riches. Et puis, de toutes les façons, ce sont aussi et potentiellement des personnes qui vont avoir une éthique de travail et une constance pour l'organisation, parce que effectivement, on l'a vu, c'est pas moins d'organisations sont prêtes à le faire. Donc là, on sent une ramification très intéressante vers la diversification, l'inclusion, la diversité et l'inclusion, quoi. Ce qui me faisait penser, c'est que souvent, en self-leadership, on va dire qu'en fin de compte, c'est pas ni bien ni mal. C'est un petit peu tout sur un continuum.
Et ce qui est important, c'est de savoir, en fonction de la décision de comportementale qu'on choisit, les conséquences de ce que ça va amener et ce qu'on va créer avec. Ce qui nous ramène toujours à cette notion de leadership intentionnel. Donc là, il y a un lien qui est assez sympa. Mais je fais attention à l'heure, donc on ne va pas y aller parce que sinon on va rester beaucoup trop longtemps. S'il y avait quelques points clés que tu aimerais faire ressortir pour notre audience, Gaëlle, qu'est-ce que tu aimerais mettre de côté? Eh bien, je pense que quand on travaille sur la confiance dans l'apprentissage, il faut avoir confiance dans l'écosystème dans lequel on est. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour avoir un développement sain, pour avoir justement cette possibilité de mettre en pratique. Et donc, on en revient au cœur, qui est à dire confiance en soi. Confiance en soi nécessite qu'il y ait de la sécurité psychologique, confiance dans l'équipe. Donc, ça veut dire qu'on ait confiance dans la culture de l'équipe, dans la perception de l'erreur, comment est-ce qu'on approche l'erreur, la faute, et ensuite dans les process, on va dire, les procédures et l'environnement. C'est-à-dire que non seulement en dehors de l'équipe, si moi je fais une erreur sur une tâche qui implique une autre équipe, si ça crée des vagues qui remontent et qui redescendent, j'aurai moins confiance en moi, je mettrai peut-être plus de temps à sauter le pas. Et donc, c'est vraiment, on touche vraiment, je dirais, à la culture d'entreprise et pour avoir une confiance, donc pour développer ce growth mindset, donc avoir des professionnels qui vraiment veulent apprendre, veulent se développer, il faut avoir une culture qui va avec. C'est décidé. Saison 3, tu reviens et on se fait une session Learning Organization, comment développer une entreprise apprenante. Encore merci pour ta participation. 3 petits annoncements avant de finir cette session. Donc, notre prochaine session, c'est la semaine prochaine, jeudi 13h30. Je ne sais pas encore si elle sera en français ou en anglais. Ce sera un petit peu un épisode mystère. Donc, stay tuned, comme on dit en anglais. Si vous voulez continuer de suivre le travail de Gaëlle, je vous encourage vraiment à vous inscrire à sa newsletter sur LinkedIn, Learning Horizon, des choses super intéressantes de manière régulière. Et puis, de mon côté, mon programme Manager as Enabler, ça y est, il est live. Il est disponible en français et en anglais. Célébration. Donc, je vous invite vraiment, si ce programme peut faire une différence pour vous et votre organisation, réservez votre meeting découverte ou contactez-moi directement. Et puis, on pourra un petit peu explorer ce que ça pourrait changer pour vous. Merci encore Gaëlle pour cette conversation. Merci à notre audience, tous les participants ce midi, que vous nous ayez rejoints live ou en différé. Et puis, on se retrouve bientôt. Et d'ici là, bon self-leadership à tous. Merci Au revoir. beaucoup.